Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous, bienvenue à vous. Vous nous rejoignez pour une émission spéciale en partenariat avec le CFA Jean Bosco, l'apprentissage booster d'avenir. Si vous n'en êtes pas encore convaincu, eh bien vous allez l'être après cette 1h30 ensemble. Vous nous suivez sur WEO en direct, vous nous suivez également sur les réseaux sociaux et à tout moment vous pouvez poser vos questions d'ailleurs sur les réseaux sociaux de manière très simple et puis aussi par SMS au 06 29 39 63 15. Une première information d'abord, savez-vous que 7 jeunes sur 10 trouvent un emploi à la sortie de leur apprentissage? 70% de taux d'insertion, c'est remarquable. Et justement, on va en parler de tout ça avec mes invités, ils sont là autour de moi. Sarah Da Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes apprentie au centre de formation Don Bosco à Bailleul. C'est ça. À vos côtés, Firmin Duclerc, président de l'association gestionnaire du CFA Jean Bosco, bonjour. Bonjour. Et en face de vous, Jean-François Desbonnets, directeur du CFA régional Jean Bosco, bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi le plaisir d'être avec Richard Fétret, vice-président du CFA et chef d'établissement de Jeanne d'Arc à Aulnoy-Aymeries. Merci à vous tous d'être avec nous. On va y revenir sur toutes ces formations que propose le CFA Jean Bosco. Avant ça, je me tourne vers vous, Sarah. Sarah, vous avez fait une bonne partie de votre parcours en apprentissage. Expliquez-nous, là, vous êtes dans quelle formation actuellement? Alors pour le moment, je suis en BTS design graphique en alternance et je continue là fin août en licence professionnelle, toujours dans le design. En quoi l'alternance a été une évidence pour vous? Pour moi, j'avais besoin d'aller sur le terrain, on va dire. J'avais besoin de rencontrer les gens, d'avoir le contact, d'avoir l'expérience d'une entreprise. Donc, pour moi, il n'y avait pas mieux que l'apprentissage pour faire ça. Vous connaissiez le milieu de l'entreprise avant de... Pas du tout. Pas du tout, donc ça a vraiment été... Stage, mais c'est tout. Donc là, vous étiez là, c'est vraiment un P1 dans l'entreprise. Vous êtes dans quelle entreprise, dites-nous? Je suis à la mairie de Fâche-Tuménil pour le moment. Mairie de Fâche-Tuménil. Donc là, en ce moment, en temps de Covid, comme vous êtes dans la communication l'événementiel, c'est peut-être un peu plus calme. Oui, c'est calme, c'est calme. Mais pour autant, vous avez mis les mains dans le cambouis finalement. C'est ça, exact. Et on fait quand même plein de choses, on touche à tout, c'est assez polyvalent, donc c'est super pour moi. Bon, vous avez un exemple à nous donner? Qu'est-ce que vous avez lancé, par exemple, un projet que vous avez mené? Par exemple, là, dernièrement, j'ai fait la nouvelle maquette en fait de la ville de Fâche. On a refait un journal entièrement et je l'ai conceptualisé de A à Z. Eh ben, et il est sorti le 1er du coup en janvier afin que ce soit la nouvelle année et nouveau journal. On va y revenir sur votre expérience et sur le fait de travailler tout en étudiant. C'est parfois pas si évident, mais pour autant vous nous direz ce que vous en pensez. Vous, devant la difficulté de parfois trouver une entreprise, parce que vous continuez votre alternance et là vous allez continuer en licence, c'est bien ça, vous cherchez une entreprise et pour la trouver, vous avez pour sortir de l'eau, vous avez fait une petite vidéo. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un petit extrait, on en parle juste après, regardez. Alors bonjour, je m'appelle Sarah Da Silva, j'ai 20 ans et j'habite à Fâche-Tuménil près de Lille. Quel est l'objet de ta recherche? Je suis à la recherche d'une entreprise qui me permettra de passer ma licence design graphique en alternance au sein de l'école EFICOM à Lille. Raconte-nous ton parcours scolaire. Dès le collège, je savais que je voulais partir dans une filière artistique. Je me suis tournée vers un CAP signalétique enseigne et décor. C'est tout ce qui est pose, vitrophanie, adhésif covering, semi-covering, je l'ai obtenu. Suite à ça, j'ai préféré partir dans le processus créatif qui me plaisait vraiment. J'ai fait un bac pro communication visuelle que j'ai obtenu avec mention bien en alternance au sein de la mairie à Fâche-Tuménil. Vu que j'adorais, j'ai continué et maintenant je suis en BTS design graphique. Alors Sarah, on a découvert, alors la vidéo est un peu plus longue, il faut ça aujourd'hui pour trouver une entreprise, ça a été un déclic pour vous? Pour moi, surtout en temps de Covid, il fallait vraiment que je me démarque parce que pour déjà avoir trouvé une alternance une première fois, quand j'étais en bac, j'ai déjà trouvé que c'était très compliqué. J'ai envoyé beaucoup de mails, etc., parfois sans réponse. Et je me suis dit, parce que pour moi, le CV vidéo, c'est un peu l'avenir des CV. Ça permet de voir la personnalité de la personne, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un CV vidéo? Et ça a marché? Combien de vues, combien d'appels, combien de propositions, dites-nous? Alors j'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu
plus de 600 000 vues, je suis à peu près à 606 000 vues. Quand même. Presque 24 000 j'aime. Ouais, j'ai vite buzzé sur la plateforme LinkedIn et j'ai eu 26 propositions d'alternance. 26 propositions d'alternance. Alors, ça ne sera pas avec le CFA Jean Bosco. Jean-François Desbonnets, des parcours comme celui-là et le fait de devoir se démarquer pour trouver une entreprise, ça c'est vrai qu'il faut sortir du lot finalement. Oui, alors déjà sur le parcours, c'est assez remarquable puisque Sarah a fait un CAP puis un bac pro en apprentissage et suivi d'un BTS et elle va entamer une licence. Déjà pour vous dire que l'apprentissage, eh bien c'est accessible à l'ensemble des niveaux du CAP au master aujourd'hui. Donc déjà c'est significatif son parcours. Et puis vous avez parlé de l'insertion et je pense qu'effectivement en poursuivant ces parcours-là, on a plus de chances de trouver un travail. Alors oui, il faut se démarquer, mais on est tous logés à la même enseigne aujourd'hui. Il faut savoir faire la différence, il faut savoir apporter une plus-value. C'est ce que Sarah a fait. Et à quelques semaines, je lui proposais un contrat d'apprentissage. Alors là, c'est pour un an, donc peut-être pour la prochaine année, vous voyez. On sera vigilants. Bon, en tout cas, on va y revenir sur tout ce que vous proposez parce que vous êtes au centre de formation Don Bosco. C'est une des unités de formation du CFA Jean Bosco régional. Vous allez comprendre que du coup, le CFA Jean Bosco, c'est un maillage territorial assez impressionnant avec 45 unités de formation. On y reviendra avec vous dans un instant, Jean-François Desbonnets. Juste Sarah, c'est facile d'étudier tout en travaillant ? C'est vrai que parfois c'est assez compliqué, mais il faut vraiment s'organiser en fait. C'est une organisation à avoir, un roulement. En plus là, à mon CFA, c'est 2 semaines, donc 2 semaines au boulot, 2 semaines à l'école. Bon, ça va, mais c'est vrai que c'est pas évident tout le temps. C'est pas évident tout le temps, mais bon, on y arrive quand même. Le rythme, c'est 2 semaines, 2 semaines d'école et 2 semaines de travail. D'accord, oui, parce que le rythme change en fonction des formations. Des parcours positifs comme ça, on en a beaucoup au CFA Jean Bosco ? Pratiquement tous, vous allez me dire. Les apprentis. Non, mais c'est quand même très intéressant, le fait de pouvoir apprendre. Il y a 2 lieux de formation, il y a le centre de formation et il y a l'entreprise. Et du coup, ça permet de pouvoir avoir une différente approche sur la formation. Et puis pour l'entreprise, c'est aussi un moment pour tester, pour accompagner avant une insertion, la signature d'un contrat. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que Sarah prépare le même diplôme qu'un jeune qui fait de la formation initiale statut scolaire. Et en plus, il y a de l'entreprise. Donc il faut quand même de la motivation et beaucoup de travail. Oui, de la rigueur. Et puis parce que vous avez une responsabilité. Et on y reviendra aussi avec les autres apprentis. Ça, c'est important aussi dans l'entreprise. Vous avez une responsabilité. On vous fait confiance, quoi. Ah, totalement, oui. Bon, on a bien compris, on va voyager un peu dans cette émission parce que dans les Hauts-de-France, 45 unités de formation, donc là nous étions à Bailleul, on sera dans un instant à Boulogne. Juste Firmin Duclerc, finalement le CFA Jean Bosco, le CFA régional, c'est le résultat d'une fusion finalement entre 2 CFA au départ, c'est bien ça ? Alors c'est le résultat d'une fusion fin 2018 entre le CFA Jean Bosco d'Amiens, dans la Somme, et le CFA Saint-Louis, qui s'appelait à l'époque Saint-Louis, d'Armentières, maintenant qui s'appelle Nicolas Barré. Nicolas Barré. L'idée, c'était évidemment de coller à cette nouvelle région Hauts-de-France à l'époque. Alors tout à fait, mais il y avait en même temps un changement complet dans la formation professionnelle qui incluait également l'apprentissage. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'il y a eu cette volonté de fusionner les 2 CFA pour leur permettre ultérieurement de se développer. Alors, on va justement donner quelques chiffres dans un instant. Avant ça, je voudrais justement qu'on parte à Boulogne-sur-Mer. On va aller découvrir l'établissement Saint-Joseph à Boulogne. On y forme au supérieur, donc les formations post-bac. Petite découverte avec Frédéric Touchard. Situé à Saint-Martin-Boulogne, le lycée privé Saint-Joseph regroupe 1400 élèves de la 3e jusqu'à Bac+5, du général au professionnel et en apprentissage. Le monde de l'entreprise est d'ailleurs au cœur du projet éducatif de ce lycée campus avec bon nombre de formations post-bac. Saint-Jo a un pôle de formation post-bac très développé. C'est pratiquement un élève sur 2 qui fréquente l'établissement, qui se retrouve dans des BTS, dans des licences et dans des masters, avec des dominantes professionnelles dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine du commerce, dans le domaine des nouvelles technologies. Le lycée Saint-Joseph vient de se doter d'un amphithéâtre flambant neuf de près de 300 places, ainsi que d'un espace de vie et d'un nouveau centre de documentation. L'enseignement est distillé non seulement par des professeurs, mais également des intervenants issus du monde professionnel. Un double regard important.
Oui, je pense que c'est essentiel parce qu'en fait l'objectif c'est quand même de développer leur employabilité et ainsi de pouvoir être plus à l'aise lorsqu'elles sont en entreprise et prendre beaucoup de recul sur des outils méthodologiques qui sont certes puissants mais qui ont parfois besoin effectivement d'avoir une analyse complémentaire et de terrain. Arrivée en 3e, Jeanne Riquebourg a pu bénéficier des méthodes d'enseignement du lycée Saint-Joseph. Elle est aujourd'hui en première année de master de communication en alternance. Elle a pu saisir la volonté de métissage entre l'école et l'entreprise. J'ai pu voir aussi donc l'évolution de Saint-Joseph qui est très appréciée et c'est très sympa aussi. Et vraiment, on s'y sent bien, même les professeurs nous accompagnent vraiment, les intervenants, les cours et aussi avec la pratique et donc aussi la théorie avec le suivi, donc l'alternance et aussi la formation ici en cours qui est très appréciée aussi et très très intéressante aussi. Et oui, beaucoup de témoignages dans cette émission d'apprentis, puisque ce sont eux qui sont directement concernés et ils vont peut-être vous donner envie de vous lancer dans l'aventure. Jean-François Desbonnets, vous êtes directeur du CFA régional Jean Bosco. Est-ce qu'on peut dresser un petit peu une carte d'identité du CFA Jean Bosco et déjà commencer par le nombre de jeunes que vous accompagnez par an? Alors aujourd'hui, on accueille 3000 apprentis. Répartis sur l'ensemble des Hauts-de-France. Nous sommes présents sur tous les départements de la région. Donc les 5 départements de la région, avec un maillage territorial fort. Oui, alors 45 UFA, 154 métiers, 16 filières de formation, du CAP au master. On vient d'avoir. Donc de 16 à 30 ans, c'est voilà, bien. 16 à 30 ans. Et donc on peut trouver pour chacun un parcours, une formation, un métier qui correspond à ses envies, son souhait, ses capacités. Donc ça, c'est un atout fort du CFA, de pouvoir mailler le territoire. Alors ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que nos UFA sont adossés au lycée de l'enseignement catholique. Donc ça permet aussi de sécuriser les parcours. C'est-à-dire qu'un jeune qui, pour X raison, devait interrompre son contrat d'apprentissage, on lui trouverait une solution. Il y a des passerelles qui existent, du coup, il n'y a pas d'échec en fait finalement. Non, on va trouver forcément une solution pour qu'il puisse continuer son parcours, obtenir son diplôme et surtout arriver sur une insertion durable. On va souvent employer ce terme, l'insertion. Aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de notre CFA et puis globalement de nos partenaires de la région, de l'État. L'insertion des jeunes, c'est quelque chose de capital. Je disais tout à l'heure, 7 jeunes sur 10 qui s'insèrent. Vous êtes dans les mêmes, chiffres. C'est ça. Alors parfois, on est un petit peu plus haut, 75, 80. Ça dépend les filières. En tout cas, c'est vraiment remarquable parce que c'est à l'heure actuelle où les jeunes ont du mal parfois à s'insérer professionnellement, l'apprentissage est une vraie chance pour le coup. C'est un tremplin vers l'insertion, ce que je disais. C'est une période d'essai pour l'entreprise, mais c'est aussi pour un jeune de se familiariser à ce que vit l'entreprise et puis s'adapter au rythme de l'entreprise pour pouvoir ensuite voler de ses propres ailes. Et alors ce qui est important, c'est que c'est vrai qu'on peut se former en alternance du CAP, mais jusqu'aux études supérieures. Et c'est vrai que ça, il faut le rappeler parce qu'on a toujours l'impression que c'est pas réservé aux supérieurs l'alternance, alors que si, au contraire. Oui. Alors c'est vrai que le supérieur se développe beaucoup en alternance et en particulier en apprentissage. Nous, en 1 an et demi, on a eu un fort développement sur ce secteur-là et ça correspond aujourd'hui à 10% de nos effectifs. Et ça continue à augmenter. Et ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est qu'on a un certain nombre de jeunes qui commencent sous statut scolaire dans le secondaire et qui poursuivent par l'apprentissage dans le supérieur. Donc vraiment, parcours, formation, niveau, tout est adaptable en fonction vraiment du besoin du jeune, des familles et en correspondance avec le besoin des entreprises. C'est ça vraiment la clé du succès de l'apprentissage. On y reviendra sur l'accompagnement qui est extrêmement important pour la réussite d'une formation en apprentissage. Je pense qu'on y reviendra dans l'émission. Juste, Firmin Duclerc, je rappelle que vous êtes président de l'association gestionnaire du CFA Jean Bosco. C'est la réforme de l'apprentissage aussi qui a développé finalement. L'apprentissage est en plein essor. Comment on vit ça au CFA Jean Bosco? On le vit très bien. C'est grâce à ça d'ailleurs que le CFA est en train de se développer. Il s'est développé de 40% en l'espace d'1 an. Et je pense que ça va continuer de la même manière. Cette réforme de la formation est une vraie révolution, puisque avant on devait équilibrer les comptes. Aujourd'hui, on donne à chaque UFA un montant forfaitaire par apprenti qui lui permet de gérer, avec l'aide du CFA, au mieux le développement de son UFA et partant de là du CFA.
On va parler des valeurs du CFA Jean Bosco parce que vous le disiez, ce sont des établissements d'enseignement catholique. Donc, quelles valeurs vous véhiculez aussi à travers votre organisation? Alors peut-être Firmin ou Monsieur Desbonnets? Déjà, on prend le jeune dans toute sa dimension. Alors c'est vrai que notre principal métier, c'est la formation, mais pas que. Nous avons un rôle d'éducation, d'accompagnement et de prendre le projet du jeune, je le disais, dans toutes ses dimensions. Ça, c'est un élément important. Et tout doit être basé sur la confiance. Lorsqu'il y a confiance, on peut amener de l'éducation. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'éducation. Et ça, c'est une des valeurs fortes de notre CFA. Et je pense qu'on est reconnu pour ça, pour cet accompagnement personnalisé et dans toute sa dimension. On les voit, les valeurs qui s'affichent, CFA Jean Bosco, des mots clés, des mots très importants et qui sont vraiment les valeurs que vous véhiculez au quotidien. Oui, alors vous en avez vu l'innovation, la réactivité, dans un écosystème qui bouge beaucoup, un monde qui va très vite, peut-être trop vite. Eh bien, il faut savoir ancrer ces valeurs pour pouvoir avancer sereinement ou le plus sereinement possible. Il faut savoir aussi rassurer, être agile mais tout en rassurant et c'est bien normal. Richard Fétré, je rappelle, vous êtes vice-président du CFA, chef d'établissement de Jeanne d'Arc à Aulnoy-Emery. La réforme de l'apprentissage, elle a aussi eu un impact chez vous, dans votre établissement, on imagine? Oui, je pense que toutes les UFA ont profité de cette modification en profondeur du système de formation. Il est vrai que, malgré la crise Covid, on va l'appeler comme ça, on a quand même un phénomène aujourd'hui qui est assez particulier. On n'a jamais autant signé de contrats en apprentissage dans l'hôtellerie-restauration, voilà, je le dis. Alors, je suis peut-être un extraterrestre en disant cela, mais... Non, mais je ne suis pas étonnée de ce que vous dites. Voilà, et aujourd'hui, on est tous en train de se réinventer de toute façon. Hein. Les jeunes se réinventent. Et eux en premier lieu d'ailleurs. Voilà. Les jeunes se réinventent en faisant des CV en vidéo. Nous, on a encore des papiers. On fait partie des vieux aujourd'hui, donc je suis pas sûr d'être à l'aise pour faire un CV vidéo. Mais bon, voilà, je trouve ça très, très pertinent en tout cas. Je fais partie des gens qui l'ont vu d'ailleurs sur LinkedIn. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et ça a retenu votre attention? Bah oui, tout à fait. Trop tard, visiblement. Oui, trop tard. Mais voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes d'innovation, il va vraiment falloir être agile, pour reprendre vos termes. Et l'apprentissage, c'est tout ça. C'est cette agilité, c'est ce partage aussi. Beaucoup de partage entre nous, entre chefs d'établissement, pour les bonnes pratiques, pour trouver les bonnes solutions et puis accompagner au mieux les jeunes qui nous sont confiés. Dans quelques minutes, vous nous expliquerez ce que vous mettez en place spécifiquement dans votre établissement à Jeanne d'Arc, à Aulnoy-Emery. Avant ça, vous savez, je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux. Là, vous nous suivez sur la page Facebook de WEO, sur la page du CFA Jean Bosco également, mais aussi par téléphone au 06 29 39 63 15. Il n'y a pas d'âge pour poser des questions et je vous propose tout de suite d'ouvrir notre rubrique Graines d'apprenti. Et oui, ils sont jeunes, parfois tout petits, mais ils ont déjà des tas de questions pour vous, messieurs, dames. Est-ce que vous êtes prêts à y répondre? En tout cas, essayez. Vous allez voir, c'est des questions très précises, donc je pense que vous n'aurez pas de mal à répondre. On y va? On y va. Alors, première question avec Maë, regardez. Maë, 15 ans, que fait-on après l'apprentissage? Alors, que fait-on après l'apprentissage, Jean-François Desbonnets? On continue dans la filière qu'on a choisie. Et on est inséré dans l'entreprise qui nous a accueillis. C'est ce qu'on souhaite avant tout. C'est ce qu'on souhaite avant tout, on le rappelle, 7 jeunes sur 10 qui s'insèrent dans le milieu professionnel après leur apprentissage. Donc en effet, on peut soit continuer ou soit s'insérer directement dans l'emploi. Dans tous les cas, l'expérience professionnelle qu'on a eue pendant l'apprentissage, elle est évidemment, elle garantit un peu quand même. Elle est valorisée forcément. Une entreprise qui voit arriver un jeune avec une expérience professionnelle de 2, 3, 4, 5 ans, forcément c'est toujours un plus. Très valorisant puisque la connaissance du milieu d'entreprise, elle est acquise. Une autre question d'Éloi. Je m'appelle Éloi, j'ai 12 ans et je me demandais si on pouvait faire des études de physique en alternance. Alors des études de physique en alternance, messieurs. Qui veut répondre, Jean-François Desbonnets? Oui, alors c'est pas vraiment un métier.
Mais la physique, on peut l'étudier en école d'ingénieur, par exemple, ou en licence ou en master, ou voilà, en titre professionnel. Donc c'est pas juste la matière, la physique que l'ELOA doit apprendre certainement. Mais dans certains domaines, nous on a par exemple les domaines de l'aéronautique, il y a de la physique. Donc on peut étudier la physique par apprentissage sur une formation ou un métier spécifique. Oui. Une question d'Imanol. Je m'appelle Imanol, j'ai 13 ans et j'aimerais bien savoir si on peut toucher un salaire en étant apprenti, même si on est mineur. Firmin, Duclerc ou ça. Alors Sarah, vous êtes rémunérée évidemment? Oui, je suis rémunérée. Combien c'est, vous pouvez nous dire? Moi, c'est la plus haute tranche. Je suis à 75% du SMIC. 75% du SMIC. Firmin, Duclerc ou Jean-François? Je renvoie à Jean-François. Oui, alors c'est assez particulier. C'est une formation gratuite pour l'étudiant, pour le jeune, pour l'apprenti, et rémunérée. Alors il y a une rémunération en fonction de l'âge, en fonction du niveau de la formation. Et oui, c'est rémunéré. Et donc quand on est mineur, c'est aussi rémunéré, évidemment. Oui, tout à fait. Sûr. Dès qu'on rentre, c'est un contrat de travail. Donc on est avant tout salarié de l'entreprise. Et l'entreprise envoie son salarié en formation dans un centre de formation d'apprentis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc on a le statut de salarié d'entreprise. Il faut le savoir. Et donc oui, gratuit, rémunéré. Très bonne question, Imanol. Une question de Jeanne maintenant. Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai 7 ans. Je voudrais savoir si c'est vrai qu'il y a des métiers pour les garçons ou des métiers pour les filles. Sarah, vous avez une réaction là-dessus? Il y a des métiers pour les garçons et des métiers pour les filles? Non. En fait, on fait ce qu'on aime dans la vie, ce qui nous rend heureux. Moi, par exemple, dans le graphisme, dans la communication, c'est vrai qu'en général, c'est un métier d'homme. Il y a peu de femmes dans le graphisme, mais pourtant... c'est le plaisir qui compte et la passion qui compte. C'est ça. Pareil, Richard Fétré, dans votre établissement, garçon, fille. Je suis un peu mal placé pour parler. Nous, on est un établissement relativement féminin, puisque des formations qui sont dispensées en esthétique, notamment. Mais il y a quand nous même avons généralement un esthéticien, oui, par promotion. Voilà, non, mais c'est vrai que dans la proportion, comparé aux 30 demoiselles qui sont dans la classe, les garçons ne sont pas en nombre chez moi, quoi. En tout cas, on retiendra, Jeanne, que c'est le plaisir et la passion qui comptent. Et Sarah a bien parlé dans ce sens. Enfin, une question de Marceau. Je m'appelle Marceau, j'ai 7 ans et demi. Et pour la première question, est-ce que c'est mieux de découvrir un peu à la fois et de faire l'école jusqu'à ce qu'on sache bien faire le travail, ou est-ce que c'est mieux de aller un peu à l'école et un peu au travail de temps en temps des deux côtés? Alors Marceau, si j'ai bien compris, est-ce que c'est mieux de combiner travail et études, ou alors est-ce que c'est mieux de faire toutes ces études et ensuite de travailler? C'est ça la question. Richard Fétré. Non, aujourd'hui, je pense que la combinaison est indispensable. On a bien vu, même dans les facultés, qui avaient un peu de mal à envoyer leurs étudiants en bac+5 et en études supérieures. Aujourd'hui, il y a 7 ans en entreprise. Alors forcément, c'est pas des contrats d'apprentissage, c'est souvent des stages. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, cette vision de l'entreprise est nécessaire pour le jeune. On a trop longtemps, je pense, formé sur des bancs d'école sans avoir ce contact avec l'entreprise, ce premier appel de l'entreprise qui permet, au niveau de l'insertion, et là je pense que sur le plateau on ne dira pas le contraire, et c'est cet impact là qui est important. Donc oui, alors après l'alternance ou pas l'alternance, mais les stages, pas les stages, ou est-ce que c'est 2 jours par semaine au CFA et le reste en entreprise, est-ce que c'est 2 semaines, 2 semaines, 1 semaine sur 3? Tout est envisageable, hein. Chacun dans nos formations, nous avons des rythmes complètement différents. Les rythmes sont tous différents en fonction et souvent aussi on est à l'écoute de la profession. Vous adaptez aussi en fonction. Le boulanger ou le pâtissier, il préfère peut-être avoir 2 jours par semaine son apprenti qui est en formation, et le restant de la semaine, voilà. Les salons de coiffure, l'activité c'est en fin de semaine, c'est rarement le mardi ou le mercredi. Donc évidemment c'est adapté en fonction de l'activité, on comprend bien. Il y a d'autres questions, alors pas des enfants, mais là on a des questions qui sont arrivées. Voilà. Quelles sont les formations possibles pour aller jusqu'au bac+5? Jean-François Desbonnets. Écoutez, moi je vous incite à aller voir notre site internet, parce que c'est là que vous découvrirez les filières, les diplômes et les parcours de formation. Parce que il y a de nombreuses filières qui permettent
d'arriver à Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Donc on peut peut-être rappeler le site internet. Ah bah oui, le site, il va s'afficher le site internet évidemment. Vous y trouvez bien sûr toutes les formations et on pourra même le voir, hein, ce site internet. Je pense qu'il est tout beau, tout neuf. Ah oui, il est sorti le 15 avril. Donc vous voyez, l'objectif c'est de pouvoir vraiment répondre à ce genre de questions de manière très claire, de manière très limpide, pour que ça soit plus facile de s'y retrouver et de trouver la bonne formation. Une autre question, allons-y, affichons-la. Dans quel centre de formation je peux suivre un master en commerce ? Là aussi, on renvoie sur le site. Oui, parce qu'il y en a, à mon avis, beaucoup. On a vu Boulogne, oui. On pourrait citer Arras, et puis il y a d'autres équivalents master. On parle beaucoup de bachelor aujourd'hui, qui sont des titres professionnels très intéressants. Mais là, vous retrouverez tout. Vous voyez, le site, il s'affiche là actuellement. Vous voyez, vous pouvez directement aller sur le site, et puis tout est indiqué, vous laissez guider, et c'est vrai que vous allez avoir une bonne idée de tout ce qui est proposé. Je vous rappelle, hein, c'est 45 unités de formation, Jean Bosco en tout, plus d'une centaine de formations, et voilà, et vous accompagnez 3000 jeunes, hein, chaque année. Donc voilà, allez, rendez-vous sur le site et vous voyez, on vous le montre, le joli site tout neuf, tout beau, donc cfajeanbosco.fr pour l'adresse. Sur toutes ces formations que vous proposez en apprentissage, il y en a certaines qui sont moins connues, et pour autant elles sont très prestigieuses, et je pense à la formation de gouvernante. C'est un métier avec des facettes multiples, qui permet de travailler dans des lieux prestigieux, vous allez voir, et c'est ce qu'ont choisi par exemple Thibaut ou Inès, que vous allez découvrir dans ce reportage signé Marine Kijek. Regardez. Je suis copropriétaire du domaine de Barive, qui est un établissement de charme 4 étoiles situé dans l'Aisne, à 20 minutes de Laon. Cet établissement se compose de 21 chambres en 4 étoiles, un restaurant gastronomique Les Épicuriens. Au sein de l'établissement, nous proposons beaucoup de formations car nous avons de nombreux services, tant sur l'extérieur que sur la cuisine, le service au restaurant, le service d'étage. Mon métier, c'est de vérifier les chambres, faire les arrivées pour les clients. Je suis la dernière à fermer la porte avant que le client prenne sa chambre. Voilà, que le détail soit là, que tout soit bien fait, correctement fait. Les qualités pour être gouvernant, je dirais la discrétion, être posé à l'écoute du client, à l'écoute aussi de son équipe, c'est très important, et donner envie, voilà. Envie aux clients de revenir, c'est important. Le métier de gouvernant est un métier qui a toute sa place également dans une structure hôtelière, puisqu'elle permet d'encadrer justement toute une équipe que les clients ne voient pas forcément, mais qui est nécessaire à son accueil et au bon déroulement de son séjour. Donc la formation de gouvernant consiste à être formé sur l'encadrement d'une équipe, notamment au sein d'établissements, donc d'1 à 4 étoiles. C'est une formation qui dure 24 mois, qui est dispensée sur 2 ans. Il n'y a pas d'âge spécifique, c'est une formation qui est accessible tout au long de la vie. J'apprends tous les jours à comment bien faire une chambre, comment rendre une chambre plus esthétique, dans le but de faire un BP gouvernant. C'est ma famille qui m'en a parlé, et après on peut faire ce métier dans le monde entier, rendre service aux clients aussi, ce qui m'a donné envie de faire ça. Et dans les années à venir, pouvoir travailler partout en France ou à l'étranger. Ça m'intéressait de rendre service aux clients, mais sans qu'ils s'en aperçoivent. Qu'il y a aussi des facilités d'emploi à l'étranger. Pour réussir dans ce métier, il faut être très rigoureux, à l'écoute du client, passionné aussi. Magnifique endroit, hein, à Soissons dans l'Aisne. Et puis voilà, vous découvrez que cette formation gouvernante existe. Et puis elle attire beaucoup de jeunes. L'apprentissage booster d'avenir, si vous nous rejoignez, eh ben, bienvenue. On parle ici de toutes ces formations en apprentissage qui existent au CFA régional Jean Bosco. Pour cela, nous avons accueilli sur notre plateau Martine Deyon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'établissement au Sacré-Cœur à Péronne.
bienvenue. Juste à côté de vous, Guillaume Braillon, responsable du service développement du CFA. Vous êtes aussi ancien chef d'entreprise et ancien formateur. Comment ça va, Guillaume? Très bien. Dans un instant, on parlera avec vous de cet accompagnement que vous réalisez auprès des jeunes que vous accompagnez. On le rappelle, près de 3000 jeunes formés chaque année au CFA Jean Bosco à travers plus d'une centaine de formations, dont des formations qui existent à l'établissement Jeanne d'Arc d'Aulnoy-Emery. Avec vous, Richard Fétret, vous en êtes le chef d'établissement. Alors, votre établissement compte 140 apprentis sur 1000 élèves, c'est bien cela? Et ça tend à se développer finalement. Oui, tout à fait. Le centre de formation, donc l'UFA Jeanne d'Arc, c'est 140 apprentis qui sont formés chaque année dans les domaines de la pâtisserie, de la boulangerie, de la cuisine, du restaurant, et puis dans un autre domaine, puisqu'on a la chance d'être labellisé sur les 2 axes, également dans les métiers de l'esthétique et de la coiffure. Alors, on forme là aussi du CAP au BTS, c'est bien cela? Alors, oui, le BTS, on l'a également en apprentissage. Oui, tout à fait. On a également le BTS hôtellerie en apprentissage. Et puis, on ouvrira à la rentrée prochaine un bachelor Thierry Marx. Alors, justement, parlons-en, parce que c'est vrai, ça a fait l'actualité. Vous allez ouvrir ce bachelor Thierry Marx. Thierry Marx, grand chef cuisinier que vous connaissez certainement. C'est quoi la volonté derrière cette ouverture de bachelor? D'ailleurs, bachelor qui va s'appeler ainsi, bachelor Thierry Marx. Oui, tout à fait. Donc, c'est un bachelor pour des élèves qui seront issus d'un bac+2, principalement des BTS hôtellerie-restauration, BTS diététique et BTS tourisme, donc 3 formations que nous avons dans l'établissement. Nous avons la chance d'ouvrir cela à la rentrée prochaine et puis d'attendre un peu les candidatures qui commencent déjà à arriver depuis peu. Alors, vous êtes toujours en train de développer, donc on a cette idée-là. Pour autant, vous avez aussi un axe de développement qui est assez fort dans votre établissement, c'est le sport. Et c'est important de le spécifier. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça fait partie aussi des spécificités de votre UFA? Oui, alors l'UFA aimerait également développer dans les métiers du sport, parce que sur le lycée, on a un pôle sportif très développé, puisqu'on a nombreux de garçons footballeurs, on a quelques filles aussi, puisqu'on a une équipe foot féminine, et puis surtout on a le hand et le basket, 2 clubs partenaires de l'établissement sur Aulnoy avec un niveau national. Donc voilà, on développe cela et on espère développer également un apprentissage pour des jeunes, notamment en sortie de bac, qui quelquefois aimeraient poursuivre sur des études sportives, d'éducateurs sportifs. Donc là, on devrait proposer ça. On est toujours en train de développer finalement les formations en apprentissage. Vous avez d'autres ouvertures prévues dans les années à venir? Vous misez sur des... Alors, c'est peut-être encore un peu tôt, vous me direz, mais bon. Non, on n'a pas. On aime bien déjà consolider ce qu'on a, en termes de projet avant de se lancer à tout va. Il ne faut pas non plus se lancer à tout va. On a un projet d'établissement, on a un projet aussi sur le territoire au niveau de notre maillage, et on va éviter d'ouvrir la formation que le voisin fait juste à côté. Enfin, il n'y a pas d'intérêt à ce niveau-là, quoi. Par contre, en tout cas, vous répondez à un besoin. Quand vous parlez de sport, vous allez peut-être répondre à un besoin du territoire finalement aussi. On répond bien souvent, d'ailleurs, que ce soit le sport ou un autre domaine, c'est souvent l'adéquation entre justement cette demande du territoire, des entreprises qui sont partenaires de l'UFA et qui permettent justement, si demain on ouvre un diplôme et qu'il n'y a aucune entreprise qui veut accueillir nos jeunes, on n'aura pas la possibilité de signer ces fameux contrats d'apprentissage. J'ai envie de vous poser quand même cette question parce que c'est les métiers de la bouche que vous avez beaucoup, donc boulangerie, pâtisserie, la cuisine également. Comment vous vous êtes adapté avec ce Covid? Parce que ces jeunes ne peuvent pas actuellement ou très peu aller en entreprise. Donc comment ça se passe ? Alors c'est vrai qu'on est sur un paradoxe un peu, comme je disais tout à l'heure, sur cette crise Covid et puis la restauration où les élèves continuent malgré tout pour la plupart de travailler. Les restaurateurs sont en train de se réinventer. On a eu les révolutions dans les taxis, dans le transport, dans le commerce aujourd'hui. Et bien la révolution est arrivée dans la restauration peut-être un peu plus tôt que prévu, puisqu'aujourd'hui, grâce à des sites marchands, on peut être livré à domicile sur des plateformes que tout le monde aujourd'hui maîtrise. Et c'est vrai que la restauration a su rebondir là-dessus et aujourd'hui est en train de se réinventer. Ce qui va se passer aussi, et là, je ne vais pas dire que c'est une crainte, mais ça va réouvrir. En tout cas, on n'arrête pas de nous le promettre, donc on y croit de plus en plus, je pense. Et je pense que là, à la réouverture, le marché de l'hôtellerie et du tourisme risque, et là, j'ai pas ma boule de cristal, mais risque d'exploser, puisque il va y avoir, je pense, bon nombre de personnes qui vont vouloir aller peut-être manger au restaurant le même soir. Je ne sais pas comment on va gérer ça, mais je pense qu'il va y avoir vraiment une grosse demande en termes d'apprentissage. La restauration est un pourvoyeur d'emploi relativement important, en termes d'apprentissage aussi, mais je pense qu'il risque d'avoir un effet boost, tout comme le titre de votre émission.
Vous voyez, booster d'avenir et un boost aussi dans la restauration et l'hôtellerie, bien sûr. Plus globalement, le Covid et toutes les formations qui sont suivies au CFA Jean Bosco, on s'est adapté là aussi, évidemment. Oui, les équipes éducatives se sont adaptées avec du distanciel. On a quand même essayé de favoriser au maximum du présentiel quand c'était possible. Pour garder le lien aussi. Oui, c'est ça, le lien et puis la pratique professionnelle, puisque quand les jeunes sont au chômage partiel, forcément, ils ne sont pas en entreprise, donc cette pratique professionnelle n'a pas lieu. Donc on a essayé de compenser. Et globalement, on a eu très peu de ruptures, donc ça c'est positif, et on a pu assurer un accompagnement. Donc, et là aussi, on a dû innover dans cet accompagnement pédagogique et un peu social aussi, parce que les gens ils ont besoin de se retrouver, quoi. Bien sûr, c'est vraiment pas évident en effet à gérer, et garder le lien est essentiel, surtout pour tous les jeunes qui vivent pas si bien que ça finalement cette période de confinement qui dure. 16 domaines professionnels en tout pour le CFA Jean Bosco, dont l'aéronautique. Thibaut Théry, vous êtes avec nous et merci d'être avec nous. Vous êtes à distance depuis la Bretagne. Alors vous êtes apprenti sur une base navale. Vous allez nous expliquer tout ça. Bonjour Thibaut, vous allez bien ? Bonjour, oui, je vais très bien, merci. Alors, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes apprenti en BTS aéronautique. Vous avez eu avant fait un bac aéronautique au lycée à l'Institut Nicolas Barré. Donc là, vous continuez en aéronautique. Et là, vous êtes où? Dites-nous. Alors là, on vous voit au volant d'un avion, d'un Mirage peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites actuellement et où vous êtes? Dites-nous tout. Alors actuellement, je suis donc aux ateliers industriels aéronautiques de Bretagne, donc qui est une entreprise étatique du ministère des Armées, qui assure la maintenance des avions de la patrouille maritime, à savoir donc les Atlantique 2. Oui, donc c'est quand même assez pointu. Vous vous éclatez, on parlait tout à l'heure de passion, de se faire plaisir. C'est votre dada, les avions, l'aéronautique, tout ça? Oui, c'est vraiment un domaine passionnant en tout point, tant sur la technicité que l'entreprise en elle-même, on y est. Alors tout à l'heure, on avait Sarah sur notre plateau qui a fait une vidéo pour trouver finalement une entreprise qui va bien l'accepter. Comment vous avez fait, vous, pour trouver cette place dans cette base aéronavale en Bretagne? Dites-nous. Moi, c'était via un site donc quand j'étais en terminale qui proposait donc une alternance aux ateliers industriels aéronautiques de Bretagne. Donc il y avait un poste à l'époque en atelier et donc j'ai postulé et j'ai été retenu pour un entretien auquel j'ai été reçu et puis donc j'ai été pris donc pour ma première année d'apprentissage à l'époque. Voilà. Bon, en quoi l'apprentissage, Thibaut, a été pour vous, vous a permis finalement d'aller dans la voie que vous aviez choisie? Parce que je crois savoir que tout petit déjà, vous étiez attiré par les moteurs, par tout ça. En quoi l'apprentissage vous a permis vraiment de réussir votre parcours? Là, aujourd'hui, je sens que vous êtes, vous prenez du plaisir. C'est l'apprentissage qui a permis ça? Oui, c'est vraiment l'apprentissage qui a permis ça parce que c'est ce qui, je pense, a aussi redonné goût aux études, parce que ça joint l'utile à l'agréable, parce que ce qu'on voit en théorie en cours est mis en pratique en entreprise. Et donc, c'est toujours motivant pour avancer un peu plus. Et quand on a une certaine prise de responsabilité, ça nous donne aussi envie d'aller un peu plus loin à chaque fois. Alors votre papa est aussi avec nous, Franck Théry, on le fera réagir dans un instant, il nous expliquera comment lui il a vécu aussi votre souhait de vous lancer dans l'apprentissage, parce que pour les parents c'est pas toujours évident aussi, on connaît pas forcément comment ça se passe. Avant ça, vous êtes serein pour votre avenir, Thibaut? Qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? Alors, moi, l'année prochaine, a priori, je m'orienterai vers une licence professionnelle, toujours dans le domaine de l'aéronautique. Et a priori, j'aurai l'opportunité de continuer dans mon entreprise actuelle, entreprise d'alternance. Alors oui, c'est une chance aussi de pouvoir continuer dans la même entreprise. Donc vous vous destinez finalement à un métier dans l'aéronautique, dans l'univers spatial peut-être aussi. C'est quoi votre ambition?
Pour l'instant, c'est plutôt dans le monde de l'aéronautique et plus précisément dans l'univers de la maintenance. L'univers de la maintenance. Restez avec nous, Thibaut, parce que c'est vrai qu'on vous fera réagir encore un petit peu plus tard, et puis on entendra votre papa. Avant ça, Jean-François Desbonnets, quand on entend ça, encore un parcours exemplaire, avec un jeune qui est passionné et qui fait ce qu'il aime, ça c'est quand même essentiel. Ouais, et Thibaut a dit quelque chose d'essentiel, il a retrouvé du sens à sa formation, à ses études. Se former pour se former, c'est pas forcément un objectif. Par contre, se former à un métier, à une passion, et de pouvoir pallier à la fois ce temps de formation en centre et puis ce temps de formation d'entreprise, ça permet du coup d'ouvrir des champs qu'on n'imaginait pas, de franchir des étapes, des paliers, et puis de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais aborder une licence, et peut-être demain un master, et puis pourquoi pas ensuite une école d'ingénieur. Et du coup, tout est possible. Pourquoi ? Parce que ça nous donne envie. Et puis ça donne du sens. Je pense que ça c'est très important ce que vous dites. C'est l'essentiel de ce que Thibaut a dit, puis je connais bien son parcours. Oui. Un parcours exemplaire. Merci Thibaut d'être avec nous, et vous restez avec nous parce qu'on va jouer. Oui, parce que on aime bien les petits jeux, et on va vous demander d'ailleurs en affichant cette mosaïque de portraits. J'espère que vous allez les reconnaître. Quel est le point commun de toutes ces personnalités ? Alors vous, à la maison, là, ceux qui nous regardez, peut-être vous avez trouvé. Vous, sur le plateau, vous avez sans doute trouvé aussi. Ça vous dit quelque chose, Martine Deyon ? Je pense qu'elles ont peut-être été des apprentis. Ah, et voilà. Non ? Si, tout à fait. En effet, ils ont tous été apprentis. Et alors, il y a pas mal de personnalités que vous avez reconnues. Mais avant ça, il y a Saint Jean Bosco lui-même dans cette mosaïque de portraits. Jean-François Desbonnets, qui était Saint Jean Bosco ? Alors, Jean Bosco était un prêtre éducateur au début du XIXe siècle qui accompagnait les jeunes de Turin en déshérence pour leur apprendre un métier et signer un contrat de travail à l'époque avec des entreprises. Et c'est lui qui a signé le premier contrat d'apprentissage officiellement en 1852. Donc, il n'était pas apprenti, mais il a signé le premier contrat d'apprentissage. Et pour lui, la confiance, c'était la valeur la plus importante. Et c'est lui qui disait que, en fait, sans affection, pas de confiance, et sans confiance, pas d'éducation. Mais écoutez, Saint Jean Bosco, donc qui est le saint patron des éditeurs, des apprentis et des prestidigitateurs. Voilà, aussi, c'est important de le dire. Il avait quelques tours de magie. Parmi les autres personnalités, on a Michael Schumacher. Alors, ex-apprenti quoi, messieurs ? Mécanicien. Dame. Et mécanicien, tout à fait. On a George Harrison, ex-apprenti électricien, c'est moins connu ça. Nous avons aussi Fabrice Lucchini, alors ça vous le savez sans doute. Coiffeur, exactement. Et enfin Alain Ducasse, Paul Bocuse ou encore Gaston Lenôtre. Je pense que ce sont des cuisiniers. Je pense que vous avez raison, Richard Fétré, en effet. Thibaut, justement, vous êtes avec nous. C'est important de voir que toutes ces personnalités sont passées par l'apprentissage ? Ou alors est-ce que, qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis que c'est sûrement parce qu'ils avaient déjà à l'époque une envie d'avoir un pied dans le monde du travail. Maintenant, oui, c'est sûr que le fait de pouvoir commencer en étudiant, ça permet d'affirmer aussi une passion pour le monde de l'entreprise déjà. Votre papa Franck Terry est avec nous. Franck, bonjour. Merci d'être là aussi. Alors vous êtes le papa de Thibaut, vous êtes aussi papa de 4 autres enfants, dont 3 sont en apprentissage. Comment Franck, vous avez accueilli cette volonté de Thibaut de faire de l'apprentissage ? On a souvent des parents qui sont un petit peu... qui sont craintifs, qui ne savent pas trop comment ça va se passer, qui parfois ont des préjugés sur l'apprentissage. Vous, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez accueilli ça pour Thibaut et pour vos 2 autres enfants de manière positive ? Dites-nous. Eh bien, j'étais comme les autres parents.
J'étais comme les autres parents, donc inquiétude, interrogation, mais vraiment questionnement. Donc il est évident qu'on a en France un système éducatif très normé, très classique, avec des filières bien inscrites, et l'apprentissage c'est pas connu ou reconnu comme la voie d'excellence. Et d'ailleurs, tout l'intérêt des portraits que vous nous avez montrés pour montrer qu'on peut avoir une forme d'élite ou l'élite qui a pu passer par l'apprentissage. Donc oui, un questionnement. Et derrière, il fallait avancer. Donc après ça a été des rencontres. Et notamment avec Jean-François Desbonnets qui a été très très précieux dans l'échange que j'ai pu avoir avec lui, mais particulièrement avec Thibaut. Qu'est-ce qui vous a rassuré finalement, Franck ? Qu'est-ce qui vous a rassuré au final ? C'est le discours que pouvait tenir l'unité de formation, ou alors est-ce que qu'est-ce qui vous a rassuré ? En fait, le mot, alors sans concertation, mais que je retiendrai, vraiment j'ai en mémoire, c'est la notion de confiance. Donc la confiance que j'ai pu avoir envers Jean-François Desbonnets, quand on a parlé du parcours, on a parlé d'aéronautique, il a dit il avait une filière. Et effectivement, vous savez, c'est un genre de lâcher prise, on y va, donc c'est à oser. La confiance que je pouvais avoir en Thibaut, c'est évident, c'est central. Je connais bien mon fils, je connais bien mes fils, mes enfants, donc j'avais une grande confiance en lui et je connaissais ses capacités, donc je savais que de toute façon il pouvait se débrouiller. Et puis un dernier élément après ça qui est venu assez rapidement, c'est la confiance dans l'entreprise qui a pu l'accueillir. Puisqu'il y a vraiment, c'était bien évoqué, c'est le trio gagnant. C'est l'élève, l'apprenant, l'enseignement, toute la pédagogie qui peut être apportée, et évidemment l'accueil de l'entreprise. Il n'y a pas de réussite sans l'un des trois. Et évidemment, après ça, je dirais, dans notre rôle de parents, on accompagne, on soutient, on encourage, on essaie de faire au mieux, même si on ne fait pas toujours bien, mais on essaye en tout cas de faire au mieux. Quel conseil vous donneriez aux parents qui nous écoutent, là, qui nous regardent ? Croyez en vos enfants, ça c'est évident. La filière d'apprentissage, si effectivement elle doit interroger, je crois que il faut vraiment retenir que l'apprentissage prépare à un métier. Donc on a parlé d'insertion, moi j'ai envie de parler d'employabilité. C'est sur un métier, sur une filière qui est porteuse d'avenir. Donc ça me paraît essentiel. Je voudrais également bien mettre en exergue, c'est la notion de l'entreprise. Il a été évoqué tout à l'heure d'ailleurs que c'était gratuit. Oui, c'est gratuit peut-être pour l'enfant et pour les parents. Évidemment, c'est pas gratuit, c'est financé derrière. C'est financé par qui ? C'est financé par. Il y a un soutien majeur et massif de l'État actuellement, donc d'où l'engouement vers l'apprentissage, mais c'est également financé par l'entreprise. Donc, et Jean-François Desbonnets, à juste titre, a bien évoqué, c'est que en fait, ces jeunes, ils sont sous forme de contrat de travail très jeunes. Donc, il y a plein d'avantages à la chose. Donc, d'abord, ça leur apporte une rémunération. Donc, quelque part, une forme d'autonomie, partielle certainement, mais une forme d'autonomie. Mais ça les fait grandir dans l'excellence, dans l'apprentissage de ce métier. Merci Franck d'avoir été avec nous. Vous parliez de financement. Il y a justement une question, je vous l'ai dit, on prend vos questions au fil de l'eau. On a une question justement sur le financement. Est-ce qu'on peut l'afficher, cette question ? Je vous rappelle, vous pouvez nous les envoyer sur les réseaux sociaux et par téléphone 06 29 39 63 15. La question, est-ce que les aides de l'État de 5 000 et 8 000 euros vont être reconduites pour la rentrée 2021 ? Elle court jusqu'à décembre, il me semble, Jean-François Desbonnets. Tout à fait. Donc réponse oui. Ah bah voilà. Voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est une aide à destination des entreprises. Qui permet du coup de soulager le coût pour l'entreprise, parce que c'est vrai que l'apprentissage est financé par les entreprises et le salaire est pris en charge par l'entreprise, et donc cette aide vient soulager un peu cette partie financière que l'entreprise doit mettre en œuvre. On a encore une question, prenons cette question, allons-y, il y a plein de questions. J'accompagne des jeunes primo-arrivants en France, ont-ils accès à l'apprentissage ? Oui. Ah ben, Richard Petrel, ils ont accès à l'apprentissage si, en arrivant en France, les démarches administratives sont faites, puisque pour signer le contrat de travail, il y aura cette obligation-là. Donc c'est ça qui va vraiment être la barrière de l'acte du contrat d'apprentissage. Tant que ça c'est pas régularisé, on pourra faire des périodes d'immersion, on peut accompagner le jeune sur une immersion d'entreprise, voire une période de stage. Mais pour signer le contrat, il y aura vraiment cette barrière administrative du fait d'être OK sur les papiers
et en règle avec l'État français. Bon, vous voyez, réponse à la question. Merci beaucoup, Richard Fétré. Dans un instant, avec vous, Guillaume Braillon, responsable service développement du CFA. On va revenir sur le parcours, qui est un parcours vraiment adapté pour tous ces jeunes. Vous les accompagnez et c'est gage de leur réussite, finalement. Avant ça, on va découvrir justement un dispositif qui est mis en place au CFA Jean Bosco. Il s'agit du passeport vers l'apprentissage. Alors, c'est un dispositif financé par l'Europe et qui accompagne les jeunes de 16 à 30 ans pour les orienter vers l'apprentissage. Découverte de ce dispositif avec Boris Nicolas. Ibrahim Diallo est en recherche d'entreprise pour son apprentissage en titre professionnel conducteur-installateur machine automatisée. Un apprentissage qu'il a découvert grâce au dispositif Passeport vers l'apprentissage en novembre 2020. C'est grâce au passeport que j'ai pu découvrir ce métier. J'avais le diplôme menuiserie et CAP. Mais entre-temps, je n'avais pas eu de travail et puis il y avait le Covid qui était arrivé. Ils m'ont fait découvrir en vidéo à YouTube comment ça marche le travail et comment on travaille dans des entreprises et j'ai vu tout ça et ça va. Le passeport vers l'apprentissage est destiné à aider les personnes âgées de 16 à 30 ans sans emploi ni formation à trouver un apprentissage à travers un accompagnement personnalisé. Un accompagnement basé sur des rendez-vous hebdomadaires et généralement sur un souhait de projet déjà existant. Si le projet est fixé, on est très vite sur une recherche d'entreprise. Si le projet n'est pas du tout présent, dans ce cas-là, on va passer par une étape d'élaboration et de construction du projet. Des rendez-vous individuels avec le jeune, des ateliers collectifs aussi, pour voir le jeune sous un angle différent, parce qu'il ne se comporte jamais de la même façon en entretien individuel et en collectif. Donc ça nous permet, nous, d'avoir des billes pour l'accompagnement. Après, on fait aussi des immersions dans les centres de formation et dans les entreprises pour permettre d'élaborer et bien valider les projets. Et une fois que le projet est bien validé, on peut se permettre de rechercher une entreprise pour signer un contrat d'apprentissage. Un dossier de professionnalisation qui peut buter sur des freins périphériques, comme la locomotion ou des problèmes familiaux propres à chaque bénéficiaire. Des freins que le personnel du passeport vers l'apprentissage lève régulièrement pour mener à bien leur accompagnement. Quand on a justement ce qu'on appelle les fameux freins périphériques à faire sauter, on travaille avec des associations, par exemple, sur du logement, sur des vêtements, avec la cravate solidaire, par exemple, on travaille avec eux pour travailler sur non seulement l'aspect esthétique, vestimentaire, mais aussi sur tout ce qui est entretien professionnel, puisqu'on a possibilité avec cette structure de faire passer avec des bénévoles RH en général des entretiens qui vont compléter l'accompagnement de chacune des conseillères. Issu d'une volonté européenne, le passeport vers l'apprentissage a été créé en 2015 par le CFA Jean Bosco. Depuis sa création, il a permis à 500 jeunes de signer leur contrat d'apprentissage. Alors oui, un dispositif mis en place au CFA Jean Bosco. On parle toujours d'apprentissage, l'apprentissage booster d'avenir. Et autour de la table, nous a rejoint Sylvain Van Ruynbeek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable UFA à Saint-Jean-la-Croix à Saint-Quentin. Nous avons également Louis Baron, qui est apprenti à l'EPID de Dunkerque et qui est avec nous en visio. Dans un instant, vous nous expliquerez quel parcours vous avez mené, ce que vous faites. Avant ça, parlons de cet accompagnement avec vous, Guillaume Braillon. Vous êtes responsable du service développement du CFA. Vous accompagnez les jeunes, on le rappelle, c'est près de 3000 jeunes formés chaque année. Comment vous les accompagnez ? Alors on les accompagne sur deux volets. Un premier volet avec un dispositif passeport vers l'apprentissage. On a vu qui déverrouille des freins périphériques pour permettre plus de mobilité, plus de facilité. Et sur un autre volet, les développeurs de l'apprentissage ou experts de la mise en relation. Cette opération permet de mettre en relation et en adéquation l'offre et la demande. Donc on travaille directement avec l'entreprise pour détecter des offres et les qualifier, repérer des candidats, bien cerner leurs besoins pour pouvoir ensuite les présenter les uns aux autres pour qu'ils puissent ensuite, bien sûr, signer leur contrat. On voit sur le site internet là où vous retrouvez finalement les dispositifs d'accompagnement et tout est bien spécifié et bien notifié. Donc vous êtes vraiment en relation avec le jeune, aussi en relation avec l'entreprise et avec les parents aussi. On avait tout à l'heure Franck Terry. Il faut finalement, on parlait de trio gagnant, c'est lui d'ailleurs qui disait ça, Franck Terry, trio gagnant, c'est vraiment ça. Vous êtes le garant du trio gagnant finalement. C'est exactement ça. C'est une vraie mise en relation entre une famille
une entreprise et un centre de formation. Ce travail de maillage et de la dentelle, être capable de détecter une formation, mais ça va même un petit peu au-delà de ça. Les entreprises parlent d'offres d'emploi, donc on est vraiment sur une approche métier, sur une fiche de poste. Et cette fiche de poste, notre rôle, ça va être de lui faire parler un petit peu formation, apprentissage, pour être capable d'amener une formation sur un métier. L'apprentissage, on est vraiment formé à un métier, mais on entre aussi dans un diplôme. On rentre aussi dans un diplôme et c'est ça aussi, en effet, comme vous le dites, qu'il faut. Et le métier est en rapport avec le diplôme et en rapport avec un territoire, bien évidemment aussi. Comment on travaille sur les différents territoires pour répondre aux besoins. Et d'ailleurs, je vous interrogerai aussi là-dessus, Martine Daignon, parce que je sais que sur votre territoire, vous avez fait ce travail. Comment on fait? C'est pas simple non plus, ça. Alors, comment on fait? Les experts de la mise en relation sont présents sur les 5 départements. Donc, notre rôle va être aussi de rencontrer les entreprises de par la prospection qu'on peut réaliser, détecter des offres et de là échanger et d'avoir une vision sur le territoire des formations qui sont plus demandées ou plus en demande, les secteurs qui sont les plus attendus. On voit bien le maillage de territoire sur l'ensemble des Hauts-de-France. Quels sont les métiers pour lesquels vous allez former prochainement? Alors, parce que le numérique il y a eu un gros boom autour du numérique, autour le développement durable aussi peut-être. Ce sont des métiers que vous allez prendre en compte pour les futures formations créées? Le développement durable, l'année dernière, donc c'est la première session cette année de formation d'une licence sur Dunkerque. Donc on est sur les nouveaux secteurs d'activité. Je pense que vous allez en parler. Mais bien sûr, parce que Louis est justement en licence énergie et développement durable à Dunkerque. On en parle dans un instant avec vous. En tout cas, on a bien compris que vous étiez en phase avec aussi bien l'entreprise, les parents, le jeune et le territoire. Et tout ça fait que du coup, ça marche. Martine Daignon, vous êtes chef d'établissement au Sacré-Cœur à Péronne. On parlait justement de besoins du territoire et de l'adaptation finalement. Vous avez travaillé directement avec les entreprises de votre territoire. Vous êtes à Péronne, je le rappelle. Oui, c'est ça. Alors, Péronne, donc c'est à mi-chemin entre Paris et Lille. Et donc nous sommes déjà un groupe scolaire. On a une école, un collège, un lycée général et on a notre lycée hôtelier. Et donc on a ouvert notre UFA cette année au mois de septembre. Et le fait d'avoir déjà, donc on a ouvert un BTS management en hôtellerie et restauration. Et le fait d'avoir déjà un lycée hôtelier, donc d'avoir déjà un relationnel avec les entreprises depuis de nombreuses années, on a pu déterminer plus précisément ce que les entreprises souhaitaient, quelles étaient les entreprises qui étaient partantes pour prendre en alternance un BTS, parce que c'est un investissement financier, comme on le disait tout à l'heure, mais un investissement dans le temps. Il faut consacrer du temps à ce jeune, il faut le former. Donc c'est vraiment c'est un réel investissement. Et puis donc on a pu déterminer quelles étaient les entreprises qui étaient intéressées. On a constaté qu'il y en avait qui étaient intéressés, ce qui était vraiment très positif. Et puis on avait en face des jeunes qui l'étaient aussi, des jeunes qui étaient soit du Sacré-Cœur chez nous au lycée hôtelier, soit d'un bac général, et puis des jeunes qui sont venus aussi de Combien de jeunes vous formez du coup là? Alors c'est la première année, donc 12. On est très fiers de dire qu'on a 12, mais c'est un début, il faut bien commencer. 12 et on va ouvrir là au mois de septembre prochain un CAP pâtisserie aussi en 2 ans. D'accord. Parce que là aussi, on a... Vous avez aussi les entreprises qui sont capables de vous accompagner. Voilà. Et puis, je voudrais parler d'une classe dont on parle peu, qu'on a au collège, qui est la 3e prépa métier. Et qui est déjà une classe où on met déjà un pied dans l'apprentissage. Ce sont des élèves qui sont en 3e. C'est une petite classe. Ils sont une douzaine, une quinzaine en général. Tous les collèges n'en ont pas. Et l'avantage de cette classe-là, c'est qu'ils ont 4 fois une semaine de stage pendant l'année. Et ils ont une matière nouvelle qui s'appelle la découverte professionnelle. Donc ce sont des enfants, des jeunes, qui déjà commencent à découvrir un petit peu l'entreprise et qui ensuite seront encore plus prêts, prêts. Pour pouvoir rentrer dans l'entreprise au travers. C'est important ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, dans le parcours scolaire classique, ne s'y retrouvent pas. Alors on dit souvent, ce sont des jeunes qui ne sont pas scolaires. C'est vraiment le terme qui revient. Cette année de préparation métier, comme vous l'appelez, c'est aussi le moment où peut-être des jeunes vont trouver leur voie. Et vont voir du sens, vous le disiez tout à l'heure, ça va donner du sens à leur parcours et à ce qu'ils veulent faire finalement. Et surtout, on va les aider pendant cette année de 3e à trouver quoi faire, où aller, quelle formation faire, quelle formation suivre. C'est ça qui va être intéressant. Quel diplôme,
Est-ce que je vais faire un CAP, je vais faire un bac pro, et puis lequel. Donc les semaines d'immersion en entreprise sont très très importantes. Elles sont essentielles. Et cette année, on a réussi, malgré le Covid, ils ont tous déjà fait leurs 4 fois une semaine de stage. Peut-être pas toujours dans les endroits où ils auraient aimé aller. Mais en tout cas, ça marche en tout cas. Ça marche, oui. C'est vraiment une. Vous avez bien fait de parler de ça, la troisième préparation métier, comme on l'appelle. Vous pouvez nous poser vos questions, n'hésitez surtout pas. On va tout de suite ouvrir la deuxième petite séquence qu'on aime bien, c'est Graines d'apprenti. Alors, vous connaissez le principe, messieurs, dames, autour de la table. Il n'y a pas d'âge pour poser des questions et nous avons des jeunes enfants qui se posent des questions sur l'apprentissage. Ils ont bien raison et on va commencer tout de suite avec la question de Valentine. Je m'appelle Valentine, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir si c'est vrai que si on apprend un métier à l'école, on est obligé de le faire toute la vie. Alors, est-ce que quand on apprend un métier à l'école, on est obligé de le faire toute sa vie, Martine Deyon ? Non. Et je pense que les statistiques dans les années à venir vont vraiment nous confirmer le contraire. Je pense que de moins en moins, on va faire un parcours linéaire dans la même entreprise. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, non ? Ah oui, tout à fait. Ouais. Les jeunes aujourd'hui, on ne se voit pas faire, je pense, toute leur carrière dans la même entreprise. Non. Ça arrive qu'il y ait quelqu'un qui commence dans une formation et qui reparte dans quelque chose d'un peu différent. Ça, c'est tout le temps, j'imagine. Tous les jours. Alors déjà dans leur parcours de formation. Et puis voilà, ici autour de la table, je suis sûr que si on partageait nos expériences, on aurait on serait de bons témoins. Donc oui, l'idée pour nous, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir s'adapter, avoir des compétences un peu transversales. Et du coup, de pouvoir imaginer demain d'aborder de nouveaux métiers. Et l'aborder plus sereinement aussi, et aborder ces changements plus sereinement, tout à fait, les préparer. Une question de Yanis. Je m'appelle Yanis, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir combien d'années d'études faut-il pour être chef d'entreprise. Pour être chef d'entreprise, pas facile cette question. Sylvain Van Rubeck, peut-être, vous voulez répondre ? Devenir chef d'entreprise, je pense que c'est justement après plusieurs expériences où on peut le devenir. Oui. Mais c'est vrai que le mieux, c'est de commencer par une formation qui plaît, déjà un métier qui plaît, et ensuite se sentir pousser des ailes pour prendre des responsabilités, pour évoluer. Mais on ne devient pas chef d'entreprise du jour au lendemain. On ne peut pas se former vraiment comme ça, mais on le devient en tout cas. Même si les jeunes ont quand même cette volonté souvent de créer leur entreprise. Mais ils passent quand même par une formation où ils vont avoir des compétences par exemple dans le domaine comptable, dans le domaine commercial. Et puis après justement, là ils vont peut-être avoir les armes pour pouvoir ouvrir leur propre boîte, quoi. Merci pour votre réponse Sylvain Van Rubeck. Une question de Thomas. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 11 ans et je voulais savoir c'est quoi un maître d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un maître d'apprentissage ? Jean-François Desbonnets ou allez-y. Oui, alors en fait c'est un salarié de l'entreprise en général, ou ça peut être le chef d'entreprise qui est désigné pour accompagner l'apprenti tout au long de son parcours. Aussi bien son parcours en entreprise, voilà, pour lui apprendre le métier ou pour suivre un petit peu l'évolution de ses compétences, et puis aussi de faire le lien avec le centre de formation sur la partie qui concerne davantage le référentiel de la formation. Donc c'est plutôt un tuteur, un accompagnateur, voilà. Quelqu'un qui est quand même très important, qui est en lien direct. Qui doit être désigné officiellement sur le contrat d'apprentissage. Donc c'est tout à fait sérieux. Ah oui, c'est très sérieux. Alors pour le maître, on a une autre question sur maître d'apprentissage, une question de Marcel. Écoutez. Je m'appelle Marcel, j'ai 7 ans et je voudrais savoir si un maître d'apprentissage, c'est comme un maître à l'école qui fait des contrôles. Alors, est-ce que le maître d'apprentissage, c'est pas tout à fait comme un maître d'école, Il ne fait pas de contrôle, pas en tout cas comme ça. Il n'y a pas d'interrogation, il ne note pas, non, il accompagne et il fait grandir son apprenti. Merci à tous ces enfants et toutes leurs questions, des questions concrètes, mais des questions que vous vous posez certainement, et continuez à vous nous poser des questions, on y répondra dans un instant. Avant ça, on va continuer à découvrir les formations dispensées par le CFA Jean Bosco et les 45 unités de formation. Il y a un métier qui fait encore rêver, aussi bien les garçons que les filles.
Il s'agit du métier de carrossier. Et oui, travailler sur de belles mécaniques, ça fait toujours rêver. Et certains viennent parfois de loin. C'est le cas de Sébastien. Il est anglais. Il est scolarisé à Nicolas Barré. Et là aussi, vous allez découvrir son maître d'apprentissage. On en parlait juste un instant. Reportage de Boris Nicolas. Retaper de ses propres mains une Alpha Coupé Bertone, donner un second souffle à cette vénérable star des années 70, Sébastien n'aurait pu espérer mieux pour son contrat d'apprentissage. À 24 ans, ce jeune apprenti passionné d'automobile vit sa dernière année de CAP peinture comme un rêve éveillé. Depuis tout petit, je suis passionné par l'automobile. J'avais fait des études avant, j'ai une licence en communication visuelle. Mais j'avais besoin de faire quelque chose avec mes mains. La carrosserie, c'est ce qui se rapproche le plus de l'automobile pour moi. La sculpture, la forme, la mise en peinture, les détails, tout me plaît. Scolarisé en alternance à l'UFA Nicolas Barré d'Armentières depuis 2 ans, Sébastien donne de très bons résultats. 2 semaines sur 3, il vient dans cette carrosserie apprendre le métier de carrossier, une formation concrète qui passe par l'écoute et l'observation. Petit à petit, on me laissait plus de liberté, on me laissait tout seul. C'est avec une aile, un mastic à penser. Et c'est vraiment en faisant des erreurs qu'on apprend plus vite aussi. Ça se passe beaucoup en autonomie maintenant, parce que j'ai pas mal de plus d'aptitudes. Mais quand j'ai un doute ou quelque chose, je veux être sûr de bien finir mon travail, je fais appel à mon patron. Un patron bienveillant qui ne compte pas les heures passées à former son jeune apprenti et qu'il rémunère tous les mois. Un investissement que Nicolas Dumortier considère 2 ans après comme un pari gagné. Il va ressortir de là avec son CDI, donc ça c'est hyper important pour moi parce que ça sera 2 années qui ne seront pas foutues en l'air. J'aurais pu en effet embaucher tout de suite un carrossier confirmé, mais un gamin de 20 ans, 2 ans après, il travaille comme moi, il suit mon parcours, il suit mes envies. Quand on s'aperçoit que le travail est fait correctement, dans les règles, dans les temps, et que c'est rangé, c'est carré, la confiance qui se crée entre Sébastien et moi-même, c'est ça qui est super, quoi. Là, tu peux planer. Cerise sur le gâteau, Sébastien d'origine anglaise apprend l'anglais à son maître d'apprentissage. Une collaboration fructueuse, facilitée par une aide de l'État qui couvre 30% du coût de l'apprenti et qui a motivé Nicolas à embaucher l'année dernière un second apprenti. Et oui, la relation entre l'apprenti et le maître d'apprentissage très importante. Et ce qui n'est pas précisé, mais sachant que Sébastien est anglais, je sais aussi que lui, en fait, finalement, l'un apprend le métier et l'autre apprend l'anglais. Et c'est ça aussi, la relation de confiance et la relation qui s'installe entre un maître d'apprentissage et son apprenti. C'est un dispositif gagnant-gagnant. Ce n'est pas, et vous le dites, hein, on le dit depuis un moment. On accueille sur le plateau Sylvain Van Ruynbeek, que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous êtes responsable de l'UFA Saint-Jean-la-Croix à Saint-Quentin. Expliquez-nous, alors vous êtes responsable de l'UFA, mais vous êtes aussi professeur, c'est ça, formateur. Donc vous avez plusieurs casquettes, on va en parler dans un instant. Juste avant ça, présentez-nous finalement votre unité de formation. On forme à quoi chez vous? L'UFA Saint-Jean-la-Croix est très jeune, hein, on a commencé en 2016, et donc on a commencé par une formation en BTS en informatique. Donc ça répondait à une demande du bassin d'emploi dans le domaine du réseau. Et puis, voyant que l'apprentissage commençait à prendre, c'était un moyen de nous développer. Et après, on a formé au BTS Comptabilité-Gestion. Et l'année dernière, on a ouvert aussi le BTS Management Commercial Opérationnel. Chaque année, on ouvre une nouvelle formation finalement chez vous. Et ça ne va pas s'arrêter là, je crois. Ça ne va pas s'arrêter là, en effet. Donc là, on dépose un dossier d'ouverture pour un diplôme de comptabilité-gestion. Parce qu'en fait, sur le bassin d'emploi, les experts comptables recherchent des experts dans le domaine de la comptabilité. Et en fait, il faut qu'ils s'éloignent soit sur Amiens, soit sur Compiègne ou quoi que ce soit. Et en fait, sur le bassin d'emploi, il y a à Saint-Quentin, je précise, c'est vraiment à Saint-Quentin dans l'Aisne. Ouais. Donc là, vous allez créer finalement la formation sur place. C'est encore mieux. On espère pouvoir. Voilà. Le fait que vous soyez professeur, j'ai une question parce qu'on se dit toujours que
on me disait, les jeunes qui sont dans un parcours classique, ils ont un petit peu du mal avec parfois la théorie. Comment on fait pour adapter justement cette théorie et ce contenu? Parce qu'il existe ce contenu pédagogique. Comment on fait pour l'adapter quand vous avez votre classe? Déjà, c'est peut-être des plus petites classes. Et puis, comment on fait pour... En effet, on a des petits effectifs. Tout à l'heure, on parlait d'un effectif de 12. C'est formidable, 12. Donc, c'est vrai que c'est une qualité pour travailler, mais on est bien d'accord qu'on fait le même diplôme que ceux qui le font en formation initiale. Bien sûr. Donc, en effet, il faut avoir une pédagogie un peu différente. Qu'on adapte, j'imagine. Pour ma part, je suis professeur depuis 1990. Et puis, donc, je suis toujours professeur en formation initiale, mais je suis devenu formateur donc, dans le domaine de l'alternance. Donc vous voyez vraiment la différence finalement entre les jeunes... On ne peut pas aborder les cours de la même façon en fait. Alors comment vous les abordez? Racontez-nous comment vous faites pour adapter le contenu et ça passe par quoi? Donnez-nous des exemples concrets. Alors par exemple là on fonctionne avec les jeunes, déjà ils ont tous un PC, ils ont le livre numérique qui est sur leur PC, qui leur permet d'avoir tous les supports, par exemple des fichiers Excel, des supports comptables, des supports commerciaux. Et donc, en fait, on fonctionne avec des manuels qui sont vidéoprojetables. Et après, en fait, je suis formateur, mais avec moi, il y a des professionnels aussi. C'est-à-dire qu'en fait, à l'UFA, on a décidé d'avoir à peu près 50% de l'effectif de formateurs qui sont issus de l'éducation nationale et 50% qui sont issus du monde professionnel. Donc là, ils amènent leur expertise et c'est vraiment du concret là pour le coup. On répond à des questions concrètes, mais en même temps, des questions, elles viennent parfois des apprentis eux-mêmes, j'imagine. Oui. Alors elles viennent des apprentis, mais souvent les apprentis même nous amènent à nous améliorer, parce qu'en fait, ils arrivent avec leur cas concret, leur cas d'entreprise, qu'ils nous soumettent. Et c'est vrai que moi, dans ma théorie de prof, parfois j'étais avec ma théorie, et en fait, ça me remet en question. Et du coup, je suis obligé de progresser. Voilà. Il y a un vrai échange. Un vrai échange. Et j'imagine que dans le contexte actuel, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la gestion, tout ça, dans un contexte de Covid, de confinement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et là, vous êtes challengé finalement. Ouais. Merci Sylvain Van Ruijbeke pour cette présentation. On rappelle, alors les diplômes que vous préparez, c'est sur informatique, organisation, comptabilité, gestion et aussi BTS, management commercial opérationnel. C'est bien tout ça? C'est bien ça. Bon, et puis des projets de développement, bien évidemment. On développe toujours plus les formations et vous retrouvez bien sûr tout ça sur le site cfajeanbosco.fr. Vous retrouvez toutes ces formations. Il y a un secteur pendant ce confinement qui a été touché. On en parlait tout à l'heure. L'hôtellerie, restauration. Et justement, Mathieu Guyot s'est rendu pour nous à l'UFA Notre-Dame de la Providence à Orchy pour justement se rendre compte un petit peu comment ça se passait là-bas. On regarde ça tout de suite. À Orchy, au plein cœur du centre-ville, la Providence attend patiemment le retour à la vie normale dans son restaurant d'application flambant neuf. Freinés par la crise sanitaire, les étudiants prennent leur mal en patience comme Antoine, aspirant sommelier, qui continue de s'entraîner même chez soi. Forcément, on va ouvrir les bouteilles de vin soi-même. Là, voilà, tout ce genre de choses, forcément, sans savoir, on continue à le pratiquer. Mais c'est clair qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire. C'est du matériel professionnel qu'on n'a pas chez soi et forcément, on ne peut pas le pratiquer. C'est pas forcément les locaux qui me manquent surtout, mais le restaurant en lui-même. On voit les confinements passer et on espère que c'est le dernier à chaque fois, mais bon. Même constat pour les cuisines de l'unité de formation d'apprentis qui attend ses premiers coups de feu. Ouvertes depuis début 2020, ces installations servent pour l'instant à la pédagogie des 160 étudiants de l'école. Pierre, qui souhaite devenir pâtissier-tourier à la fin de ses études, se sert de cette attente pour parfaire son excellence. C'est beaucoup d'entraînement, donc après c'est des gestes qu'on refait tous les jours, donc on s'améliore tous les jours. On se sent un peu bridé, quoi. On ne peut pas exploiter tout le potentiel que l'on peut faire. Donc oui, il y a toujours une petite part de frustration. Une frustration car les étudiants de l'UFA veulent avant tout vivre la vie en entreprise, à l'arrêt dans le milieu de la restauration depuis octobre 2020. S'il existe des branches un peu moins touchées comme les étudiants en CAP boulanger et pâtissier, l'école a dû trouver des solutions pour s'adapter à cette situation exceptionnelle. Alors depuis le premier confinement, en fait, on a mis en place du distanciel. Ce qui n'est pas facile puisque en fait, l'apprentissage est basé principalement sur de l'entreprise et puis après du présentiel sur certaines semaines de l'année. Mais plus de la moitié de leur formation est faite en entreprise. On croit à l'avenir. Il y aura toujours pour l'avenir de la restauration, de l'hôtellerie et donc forcément dès que tout va réouvrir, ce sera l'euphorie et les entreprises auront besoin d'apprentis. Donc j'ai pas d'inquiétude pour ça.
La passion de la gastronomie n'a en tout cas pas quitté les apprentis des Hauts-de-France. 200 étudiants sont attendus dès la rentrée prochaine à l'UFA de la Providence. Et oui, il a fallu s'adapter en hôtellerie-restauration, mais comme vous le disiez bien, ce sera l'euphorie, on y croit, et il va falloir être prêt en effet. Louis Baron, vous êtes avec nous, vous êtes apprenti, vous êtes étudiant en licence 3 énergie développement durable, on en parlait tout à l'heure, c'est assez nouveau, et vous êtes apprenti à la mairie de Dunkerque. Comment se passe votre parcours, Louis ? Parcours scolaire? Oui, alors vous avez fait quoi avant votre licence? Racontez-nous. J'ai commencé par un bac S scientifique et où j'ai vu des nouvelles énergies. Donc je me suis tourné ensuite vers un milieu un peu plus professionnel. Donc un BTS électrotechnique en initiale et maintenant une licence 3 énergie développement durable en apprentissage. Pourquoi avoir choisi l'apprentissage justement après cette formation initiale? C'était pour découvrir le milieu de l'entreprise, parce que on voit beaucoup de théories que je trouve en initial, sauf qu'on voit pas le côté pratique et le côté entreprise. Alors justement, justement là vous êtes à la mairie de Dunkerque et là vous avez des cas concrets, surtout en développement durable Dunkerque qui sont assez dynamiques sur ce secteur. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez appris et sur quoi vous travaillez concrètement actuellement? Alors je suis surtout sur la partie bâtiment qui appartiennent du coup à la ville de Dunkerque. Oui. Et ça serait surtout pour des travaux de panneaux solaires, des travaux de géothermie, pour tout ce qui est chauffage et pour que le personnel qui sont dans les bâtiments soit bien. D'accord, vous êtes en coulisses finalement pour faire en sorte que du coup on développe tout ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans votre état d'esprit, l'apprentissage et cette découverte du milieu de l'entreprise? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? J'ai pris en maturité parce que quand on est en entreprise, on nous donne des responsabilités, pardon. Donc ça nous fait grandir et franchement. Sinon, je vois pas beaucoup de. C'est déjà bien. On voit du coup. C'est déjà bien gagnant. Allez-y, pardon. On voit. Après. Je vous ai coupé. On voit plutôt la partie technique que la partie papier qu'on voit surtout en cours. D'accord, mais après c'est un bon mix finalement pour vous. Ça vous plaît? Ouais. Je trouve ça d'ailleurs beaucoup mieux que l'initial. Alors, et vous vous destinez à quoi? Qu'est-ce que vous allez faire ensuite par la suite, déjà l'année prochaine? Qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais bien intégrer l'école d'ingénieurs de l'ULCO. Oui. En cycle génie énergétique. Et là, ce sera aussi en apprentissage du coup? Non, en initial. Ah là, ce sera en initial. Bon, ouais. Avec des stages certainement dans le milieu de l'entreprise. En tout cas, on a bien compris que ça vous avait fait grandir et ça vous aviez gagné en maturité. Il y a évidemment des parcours très différents. Il y a parfois des parcours aussi assez... là, je pense au jeune Lucas. On va voir dans un instant un petit reportage. C'est une personne en situation de handicap. Et donc, l'apprentissage est aussi accessible pour les personnes en situation de handicap. Jean-François Desbonnets. Oui, évidemment. Il n'y a pas d'obstacle finalement. Non, et on est de plus en plus sur des organisations qui permettent une inclusion facile des jeunes porteurs de handicap. Et je dirais qu'on est tous porteurs de handicap quelque part. C'est vrai, vous avez raison. Je porte des lunettes, j'ai un handicap. Donc le tout, c'est qu'on adapte l'environnement à chacun d'entre nous pour qu'on puisse avoir un épanouissement, et c'est ce qu'on fait aussi avec ces jeunes porteurs de handicap. Eh ben, vous le dites très bien, et on va voir ce que ça donne justement à travers ce reportage. Nous sommes allés à la rencontre du jeune Lucas, 21 ans. Il est apprenti en CAP service en café, hôtel, restaurant à Don Bosco à Bailleul. Il a signé un contrat avec le groupe Accor à l'hôtel Mercure de Marc-en-Barœul, et c'est Boris Nicolas qui est allé à sa rencontre. 2 semaines sur 3, Lucas prend son service à l'hôtel Mercure de Marc-en-Barœul où il réalise son apprentissage en alternance. En pleine crise sanitaire, l'activité de l'espace de restauration tourne au ralenti. Pour Lucas, c'est l'occasion parfaite d'un entraînement au dressage de table du petit déjeuner. Salut Stéphane. Bonjour Lucas, tu vas bien ce matin? Excellent journée. Ah super, t'es remotivé. Je travaille actuellement au hôtel Mercure pour apprendre un vrai salaire.
je suis et je mettrai la table. Et je fais par ça me plaît. Pour moi, c'est la vie quotidienne de travailleur. Ça t'a parlé. C'est pour moi, la plupart du temps, moi, c'est pour les rencontres. En contrat d'apprentissage ici depuis mars, Lucas apprend le métier de serveur en milieu ordinaire, au contact de ses collègues et des clients. Un choix qui remonte à son entrée en unité localisée pour l'inclusion scolaire, qui l'a conduit à faire depuis 3 ans de nombreux stages dans cet établissement. Lucas est là avec nous depuis très longtemps. Là, on a un projet de qualification pour lui, pour vraiment qu'il ait une reconnaissance et un diplôme. Il n'y a rien de plus valorisant qu'avoir un diplôme dans le métier qu'on a envie de faire, et c'est ce qu'il veut faire. Il dresse des tables, il a l'exercice de porter un plateau, il a l'exercice de débarrasser, de dire bonjour aux clients. Il a des missions, des séquences de travail de 20 à 30 minutes sur une même tâche pour éviter l'ennui. C'est plus pour nous, dans notre management au quotidien, on doit apprendre à travailler avec Lucas de par son handicap. Mais pour autant, c'est un garçon qui est enthousiasmant et enthousiasmé de ce qu'il fait. Et nous, effectivement, à terme, tout ça, c'est pour le conserver. Sa semaine de scolarisation, Lucas la partage entre l'UFA Don Bosco de Bailleul pour la partie technique de service et le lycée professionnel Saint-Martin de Roubaix pour l'enseignement général. Des enseignements adaptés au handicap grâce à l'intervention d'une équipe de tuteurs coordonnée par le CFA Jean Bosco. L'idée, c'est de sécuriser le parcours un maximum. Alors, s'il faut adapter et allonger en 3 ans ou en 4 ans, s'il faut réorienter, parce qu'on se dit on est plutôt sur un milieu protégé qu'un milieu ordinaire, c'est nos objectifs et notre travail. L'idée, c'est de ne pas laisser le jeune sur le carreau. Le contrat d'apprentissage, c'est inclure à 100% un jeune à situation de handicap, parce qu'il est inclus dans son contrat, mais il est aussi inclus dans une équipe, il est inclus dans un rythme de vie, dans une autonomie financière. C'est ce que Lucas exprime bien, d'avoir son premier salaire, et là c'est une histoire de vie qui démarre, plus qu'un contrat à signer. Action phare de l'inclusion des personnes en situation de handicap au CFA Jean Bosco, le dispositif d'apprentissage peut être réalisé pour toute formation et tout UFA. À ce jour, sur les 3000 apprentis par an que compte le CFA, 1,5% sont des personnes en situation de handicap. Eh oui, un parcours adapté pour le jeune Lucas, et finalement il n'y a pas d'obstacle à l'apprentissage, vous l'aurez compris. Le trio gagnant, on en parlait tout à l'heure, le jeune, l'entreprise et puis l'école. Et Olivier Van Neuville, vous nous avez rejoint, vous êtes ancien directeur de France Kubota et vous avez lancé la Kubota Academy. Finalement, vous avez, pour répondre à des besoins de recrutement de l'entreprise Kubota, vous avez créé cette académie. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Alors on est parti d'un constat assez simple, qui est que les entreprises dans notre métier manquent de techniciens. Et en face de ça, on a des jeunes gens qui manquent d'emploi. Alors on s'est dit, il y a certainement quelque chose à faire. Donc on a entrepris cela. L'idée, si vous voulez, c'est que on garantit à l'issue de la formation un emploi en CDI aux jeunes qui est en formation à la Kubota Academy. C'est-à-dire que quand il rentre à la Kubota Academy, il sait qu'il va sortir avec un CDI. Il sait même où il va aller, il sait même combien il va être payé. Tout ça est négocié en amont avec nos concessionnaires. On a 30 concessions en France et 120 points de service. Donc les points de service, c'est pas ce qui manque. Et tout est programmé à l'avance. Donc ça, il y a vraiment une sécurité totale. Ça plaît beaucoup aux jeunes et il faut dire que ça plaît aussi beaucoup à leurs parents. J'imagine bien. Le fait qu'on ait un CDI en sortant de la Kubota Academy, c'est quand même un vrai plus. Et ça se fait en lien avec l'Institut Nicolas Barré, qui est situé à Armentières. Pourquoi cet endroit ? Parce que ce sont les meilleurs. Nous sommes des gens simples, vous savez, on a beaucoup voyagé en France, on a rencontré beaucoup de lycées, on a rencontré beaucoup d'interlocuteurs. Et là, ce qui nous a beaucoup plu à Nicolas Barré, c'est qu'il y avait à la fois une compétence technique évidente, et puis il y avait un comportement, on a parlé de valeurs tout à l'heure, ça nous a beaucoup plu. Ça a fait la différence. Voilà. Et en fait, pour tout vous dire, on s'est décidé de le faire là à notre première visite, ce qui est quand même assez rare, on appelle ça un coup de cœur, mais et donc ça se passe plutôt très bien. On a trouvé des... Combien vous accompagnez de jeunes là ? Alors actuellement ils sont une vingtaine. D'accord. Alors nous procédons de la manière suivante, c'est-à-dire que nous faisons exprimer par notre réseau de concessionnaires ces besoins en techniciens sur un plan glissant de 3 ans. Donc chaque année on sait pour les 3 ans qui suivent combien ils ont besoin. Nous chargeons du recrutement et à ce titre d'ailleurs la personne qui est en charge du recrutement c'est lui-même un garçon qui est en apprentissage et qui fait son stage à Nicolas Barré. Donc du coup, la boucle est bouclée. Autant les Français parlaient aux Français, comme on disait à Londres, mais ici, là, c'est les jeunes qui parlent aux jeunes. C'est-à-dire qu'il a le discours, il a les outils techniques, parce que chaque génération... En tout cas, le bilan que vous tirez est positif. Oui, et je peux déjà vous dire que là, ils sont 20 au total en ce moment, et que pour la rentrée qui arrive, là, nous avons déjà 19 demandes.
Ah oui, donc du coup, en effet, ça marche bien. Voilà. Alors le public concerné, tout jeune titulaire d'un bac pro en maintenance, matériel de construction, manutention, bac pro industriel, bac généraux, bac technologique. Et on trouve bien sûr toutes les informations sur le site de la Kubota Academy. Oui. En tout cas, c'est un bel exemple de l'entreprise qui travaille en lien avec l'école. Le temps est compté, messieurs, dames. Je suis vraiment désolée. On a beaucoup de questions encore. On y répondra sur les réseaux sociaux. Faites-nous confiance. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez bien sûr toutes les informations sur toutes les formations dispensées par le CFA régional Jean Bosco sur le site cfajeanbosco.fr. Vous aurez toutes les formations et toutes les réponses à vos questions. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous sur wo.fr pour revoir cette émission. Merci à vous.